C'est comme ça ici. On tourne en rond. Tu aurais dû le mettre en garde à vue. Eh, oui. Le nouveau. C'est comme ça qu'on a été présenté à Ryan Howard. Et voilà comment Ryan a fini. Je lui ai laissé sucer une fraise, même s'il est allergique. Il s'en remettra. Je devais te parler. Tu as déclenché une allergie chez ton bébé juste pour me parler? Ryan Howard de The Office a sans doute l'un des parcours les plus tragiques de l'histoire des sitcoms. C'était un homme qui a commencé sa carrière chez le charmant Dunder Mifflin en tant qu'intérimaire surqualifié, pour finir la série comme une version déformée de lui-même. L'errance de Ryan reflète l'incertitude quant à la direction à donner au personnage, le faisant passer d'un homme ordinaire auquel le public pouvait s'identifier à une succession étrange de transformations qui résument toutes les dérives de la série dans ces dernières années. T'as fait certifier ça, Casher? Non, je voulais dire, c'est bon, c'est cool, c'est Casher, tout va bien. Les problèmes avec Ryan Howard en tant que personnage commencent déjà par l'existence même du personnage. La sitcom de NBC, The Office, est un remake de la sitcom de la BBC du même nom. Dans la première saison de la série, les versions américaines et britanniques de The Office sont très proches, au point que l'épisode pilote de la version américaine soit essentiellement un remake américanisé du premier épisode de la version britannique. Les deux séries présentent 4 personnages principaux archétypaux, dont le patron, Michael Scott pour la version américaine, David Brent pour la britannique. Le lèche-bot du bureau, Dwight dans la version américaine et Garrett dans la version britannique, et enfin le couple du vont-ils finir ensemble ou non, Jim et Pam dans la version américaine et Tim et Dawn dans la version britannique. La théorie du quatuor central a permis à The Office version britannique d'assurer l'intrigue principale sur 2 saisons et un épisode spécial de Noël, avec parfois des personnages secondaires marquants. Amène ton petit ami ce soir si tu veux. Je n'ai pas de petit ami. Peu importe. Désolé. Désolé, c'est un jeu d'homme. Après avoir vu le succès de la version britannique, il est surprenant de constater que la version américaine de The Office ajoute un 5e personnage principal, B.J. Novak, en Ryan Howard. Ce n'est pas un reproche à B.J. Novak, excellent acteur et humoriste, mais voir son nom aux côtés des 4 autres têtes d'affiche au générique d'ouverture laisse penser qu'il aura un rôle clé dans l'histoire. Dans l'univers de The Office, Ryan occupe une position étrange, à mi-chemin entre les 4 personnages principaux et les employés de bureau en arrière-plan. Il est souvent à l'écran, surtout grâce à son lien avec des personnages plus drôles et captivants. Cela se remarque dans l'amitié à sens unique avec Michael, dont l'humour vient des tentatives embarrassantes de Michael pour gagner l'admiration de Ryan, accueillie par l'indifférence comique de ce dernier. Toc toc toc. Moi. Juste ici, 2 chaussures, tapement 5. De plus, il y a sa relation toxique avec Kelly, où l'humour vient de son obsession pour lui, et une fois de plus, il est éclipsé par la force comique pure des obsessions malsaines de Kelly. J'ai un petit ami maintenant. J'ai couché avec elle le 13 février. Il réagit simplement aux pitreries qui l'entourent. Il n'a pas vraiment de personnalité définie, ni même de ressort comique comme beaucoup de personnages secondaires de la série. Toutes les preuves suggèrent que Ryan devrait être un personnage essentiel, mais il n'a pas de véritable évolution avant la saison 4. Qui ça? Personne. Toi et moi, c'est fini. Quoi? La chute où Ryan est celui qui décroche le poste, tant convoité au siège dans le final de la saison 3, fonctionne si bien parce que Ryan était resté tellement discret tout au long de la série. Non seulement cela donne enfin au personnage un but et un objectif, mais cela le propulse aussi au cœur des ténèbres de la vie d'entreprise, ce qui va le transformer à jamais. Il y a essentiellement 3 grands actes dans la désolation de Ryan Howard. La première est la phase de compromission avec l'entreprise. Avec son nouveau statut de Wonderkin autoproclamé de Dunder Mifflin, Ryan commence à imposer son autorité dans ses anciens quartiers. Il s'habille de façon voyante, ou du moins selon sa propre idée de ce qui est voyant, et essaye de moderniser Dunder Mifflin de plusieurs façons, avec comme projet phare un nouveau site web, Dunder Mifflin Infinity. Ryan ressemble à un personnage de Bret Easton Ellis débarqué dans une sitcom. Et s'il savait combien je paie maintenant pour ma coupe de cheveux, il ne s'amuserait pas à me frotter le crâne. Ça m'a coûté 200 $. Il est important de noter que ce changement soudain, même s'il est comique, repose sur des bases fragiles, car le personnage n'était qu'une coquille vide pendant 3 saisons entières. Bien que des indices montrent l'ambition de Ryan à évoluer dans l'entreprise grâce à son parcours en école de commerce, un changement aussi radical paraît soudain. Et même si c'est un trait satirique amusant de voir ce type banal, un simple cadre intermédiaire, devenir soudainement une sorte d'avatar de la cupidité à la Jordan Belfort, à cause d'un poste en entreprise dans une société de papier. Franchement, les blagues ne révolutionnent rien sur les emplois de bureau. On a déjà entendu ça 1 million de fois. Des problèmes comme celui-là n'arriveront pas quand nous lancerons Dunder Mifflin Infinity 2.0. Ce sera pour quand?
à déterminer. Le comportement erratique de Ryan et l'échec de Dunder Mifflin Infinity mènent à sa chute spectaculaire, allant jusqu'à frauder l'entreprise avant de se faire arrêter. Nous entrons ainsi dans l'ère de Ryan le Gobelin du chaos. Je note tous ceux qui m'ont fait du tort, et quand je reviendrai au sommet, ils le regretteront. Kevin vient d'être ajouté à la liste. Ici, nous voyons un nouveau changement majeur de personnalité chez Ryan, dont les inhibitions ont disparu, agissant presque uniquement selon le pur ça. Pendant la majeure partie de la saison 5, il est grossier et odieux avec tout le monde autour de lui. Michael prend pitié de Ryan et le laisse revenir chez Dunder Mifflin, ce qui le pousse à viser une promotion jusqu'à ce qu'il quitte Kelly et parte soi-disant en Thaïlande. Cette alternance de progrès et de recul montre que les scénaristes semblent manquer d'idées concrètes pour le personnage. Je ne suis jamais allé en Thaïlande. Vraiment? Je suis allé à Fort Lauderdale. C'était bien? Oui, c'était incroyable. Ryan revient encore et devient l'un des rares employés choisis pour rejoindre la Michael Scott Paper Company, parce que Michael est le seul à encore lui donner une chance après tout ce qu'il a fait. Bien que le personnage ait enfin la personnalité qui lui manquait, cette facette comique révèle un problème plus large auquel le bureau fait face dans ses saisons tardives. La série s'est éloignée de l'humour sec et pince sans rire qui donnait à l'aspect mockumentaire du bureau un certain réalisme. 5 ans plus tard, l'humour de la série est si large que la transformation de Ryan semble caricaturale plutôt qu'une représentation réaliste d'un être humain. Il secoue le bébé et tu dois... Je ne peux pas faire ça. Ne secoue pas notre bébé. Je n'avais jamais entendu ça. Cela nous amène à la forme finale de Ryan Howard dans les saisons 6 à 9, le hipster crétin et louche. Ryan Howard, de retour parmi les employés de bureau après la fusion de Dunder Mifflin et de la Michael Scott Paper Company, est redevenu un peu plus professionnel. Mais maintenant, il s'habille comme un hipster stéréotypé. Et même s'il essaie toujours de manigancer pour remonter au sommet de l'échelle de l'entreprise, il semble avoir complètement perdu la plupart de son sens des affaires et il a juste l'air d'un idiot. The Office est une série qui a prospéré grâce à des moments d'humour inconfortables et gênants, mais le public a toujours eu l'impression de faire partie de la blague. Ryan, cependant, est vraiment irrécupérable à ce stade. Je pense qu'il peut être corrompu comme Gollum. Sméagol a été corrompu et est devenu Gollum. Et dans le final, alors que tous les autres personnages connaissent une conclusion satisfaisante, il rechute finalement encore une fois et se remet avec Kelly. Sa présence à la fin de la série, dans les dernières saisons, est une condamnation finale de la façon dont The Office s'est égaré dans ces dernières saisons, avec un humour qui repose beaucoup trop sur des situations extravagantes, plutôt que sur la vérité et les personnages. Ces nombreuses saisons d'errance sans but pour le personnage illustrent les façons étranges dont la télévision au long cours peut grandir et évoluer. Dans les séries comiques, les scénaristes mettent parfois plusieurs épisodes à trouver la voix ou le ressort comique d'un personnage. Le parcours de Ryan peut s'interpréter de deux façons. Les scénaristes n'ont jamais su quelle direction prendre. Ryan est une métaphore de la façon dont le monde de l'entreprise peut briser quelqu'un. Cela peut être drôle d'une façon assez noire, mais cela semble étrange comparé à l'humour quotidien de la famille de cœur du bureau. En essayant de forcer ces scénarios soi-disant comiques et extravagants pour Ryan, la série a perdu de vue sa plus grande force comique. La puissance de ces personnages. Sans cela, on assiste à un arc de personnages qui, dans l'ensemble, ressemble plus à une tragédie qu'à une comédie. Je parlais à une femme, donc elle avait une voix très grave, probablement une fumeuse. Ce gars-là et ce gars-là sont deux personnages radicalement différents. Durant environ 6 saisons dans The Office, Michael Scott, incarné par Steve Carell, reste un personnage presque inchangé. Il évolue, mais très lentement. Il grandit dans les petites choses à la manière de Michael Scott. Mais pendant une seule saison, Michael Scott était quelqu'un de très différent. La version américaine de The Office, développée par Greg Daniels, prolonge la mini-série britannique de 12 épisodes avec Ricky Gervais en David Brent. Un être humain hilarant mais méchant, déprimé, presque inapte à fonctionner, dont le monde était construit autour de l'humour noir avec les prémices de l'humour de malaise. La première saison de la version américaine de The Office, composée de 6 épisodes, a tenté de recréer cette même audace, ce même angle, et la série a failli être annulée presque immédiatement. Poehler affirmera plus tard en interview que la série a survécu grâce au soutien du dirigeant de NBC, Kevin Reilly, un véritable miracle selon elle. Pourquoi ? Parce qu'ils ont gâché Michael Scott. C'est ce qu'elle a dit. C'est ma blague.
Michael Scott, dans la première saison, a été modifié de 4 façons majeures pour assurer la survie de la série, certains changements étant plus visibles que d'autres. Si tu as eu du mal à accrocher à The Office, eh bien, voilà peut-être pourquoi. Michael était d'abord une caricature antipathique sans originalité. Ce n'est qu'après que les scénaristes et le créateur ont reconnu cela que les choses ont évolué. Sans surprise, tout débute par les superficialités de Michael Scott. Vous avez peut-être remarqué que ce Michael n'a pas tout à fait la même apparence. La première impression à la télévision est essentielle pour un personnage, et Michael avait l'air d'un vendeur de voitures douteux sorti d'un dessin animé. Ça ne marchait pas. Ils ont lissé les cheveux de Carell en arrière dans la première saison pour lui donner l'air dégarni. Ils l'ont habillé avec des vêtements trop grands et ont laissé le blazer à la maison, ont serré son col pour lui donner l'apparence d'être un peu en surpoids et d'avoir un double menton, et ont mis du gel sur son cuir chevelu jusqu'à ce que le haut de son crâne brille même à 3 plans de distance. Tout cela visait à le faire ressembler à un personnage plus sinistre, plus malveillant, presque comme un méchant de film. Les producteurs ont admis que cela ne marcherait pas pour le personnage à long terme s'ils voulaient que le public s'y attache. Ainsi, la saison 2 a introduit le nouveau Michael Scott, soi-disant rebelle et amélioré. Plus présentable, mieux habillé, moins offensant d'apparence, mais cela restait superficiel, les vrais changements concernaient la gestion de tels moments. Mon Googie. Et c'est mon Googie, et c'est mon... Ceci est la fin de l'épisode Diversity Day de la première saison, sans doute le plus célèbre de la série. Aucune rédemption ici pour Michael Scott. La morale de l'épisode, à la fin, c'est qu'il est horrible, et c'est tout. Le seul moment de rédemption pour le public vient ici, entre Jim et Pam. C'était une façon méchante de terminer un épisode d'une série télévisée, et cette approche a apparemment laissé un goût amer dans la bouche des spectateurs, et leur vision à la fois de la série et du personnage de Michael était empreinte de morosité. L'humour sombre, mal perçu par le public américain, n'était pas forcément le problème. C'était que les producteurs voulaient que la série reste à l'antenne bien plus longtemps que 12 épisodes, et ils essayèrent de reproduire de trop près Brent et de poursuivre cette réalité. Voici la fin du dernier épisode de cette première saison, Hacker. J'aurais probablement dû te dire que je n'ai plus besoin que tu me ramènes, parce que Jim peut me raccompagner après, donc tu es libre. D'accord, super. Libre, excellent. Ok, cool, je gère. Amuse-toi bien. Merci, ne bois pas si tu conduis. À partir de ce moment précis, une décision consciente a été prise de donner aux épisodes de la série des fins plus optimistes que celle-ci, pour offrir au public des moments heureux et donner à Michael une part d'humanité. La version britannique de The Office se termine par le licenciement de Brent, tandis que désormais Michael finirait chaque épisode heureux. Paul Feig, ancien scénariste de la série, cite ce moment dans l'épisode des Jeux Olympiques du Bureau, saison 2, comme le déclic de cet optimisme. Il affirme que ces moments étaient ceux qui rendaient Michael Scott humain, et que ces bonnes sensations incitèrent le public à rester bien plus de 12 épisodes, ils quittent leur canapé avec le sourire. Dès la saison 2, les fins sont devenues plus optimistes. Un problème majeur, selon les producteurs, expliquait la mauvaise réception de la série lors de la première saison. Michael n'était pas le meilleur patron du monde. En fait, il était totalement invraisemblable pour le public qu'il ait encore son poste et qu'il le garde. Dans le contexte d'un faux documentaire, tout l'intérêt du format réside dans la crédibilité de l'artifice. Par conséquent, si le public ne croit pas en la capacité de Michael à diriger le bureau, il se désintéressera du concept et par conséquent de la série dans son ensemble. Et je pense que ce moment dans l'épisode de la saison 2, le client, est une réponse directe à cette critique. Eh bien, Corpus va devenir fou, mais tu penses qu'on pourrait, Jean ? Tu vois, Michael de la saison 1, à travers tous ses faux licenciements méchants et ses attaques offensantes contre presque tout le monde au bureau, échoue aussi à accomplir, essentiellement quoi que ce soit. Dans Le Client, Michael reste lui-même et interrompt la réunion pour demander une blague à Pam. Il mentionne plusieurs fois la séparation de Jeanne avec son mari, et détourne la conversation pendant des heures. Les travers de porc de Chili's. Et puis, il conclut. Il accomplit quelque chose, une tendance que nous verrons se poursuivre au fil des années après la première saison, alors que Michael s'agite dans un chaos total tout en parvenant malgré tout à faire le travail. Cette approche post-première saison explique pourquoi David Wallace demande conseil à Michael pour gérer d'autres agences, et pourquoi Michael dirige avec succès une entreprise de papier concurrente. La compétence temporaire de Michael offre au scénariste la liberté d'encourager les comportements les plus absurdes de Michael. Agissant ainsi au bureau tout en échouant, il deviendrait presque aussitôt antipathique.
Parce que nous, le public, aimons Pam, Jim et Stanley, et nous savons que des agences ferment, et nous, en tant que spectateurs, voulons que cette agence réussisse pour eux. Si Michael jouait sans cesse avec leur avenir professionnel, nous, spectateurs, finirions par nous en lasser et lui en vouloir. Il deviendrait un méchant. Alors Greg Daniels a dit à ses scénaristes qu'à partir de la saison 2, Michael devait être un patron plus compétent. Merci Michael, et ça a marché. Je pense que les changements majeurs apportés à Michael Scott entre la saison 1 et 2 ont vraiment permis son évolution et fait de lui l'idiot le plus attachant de l'histoire de la télévision. Cela a été le résultat de 2 décisions, et la première était plutôt un choix logistique. Michael Schur, ancien scénariste de la série, en a souvent parlé. L'idée des 10%, le casting de la série serait 10% plus gentil avec lui après la première saison, parce que ça, tout le temps, ça n'allait pas fonctionner. Ce changement, bien que progressif et subtil, a été essentiel pour faire évoluer la perception du public envers Michael. Si les personnages auxquels nous sommes attachés, les Jim et les Pam, le détestent absolument, nous sommes beaucoup moins susceptibles, en tant que spectateurs, de changer notre opinion sur lui. La règle des 10% a été instaurée, mais c'est l'approche des relations dans la série qui l'a humanisé. Dans la première saison, seul Michael le patron apparaît. Dans la saison 2, la série s'efforce de donner à Michael des relations pour qu'il évolue. La relation entre Jean et Michael est désormais simplement triste, à sens unique, victimisant Michael et suscitant notre compassion, mais n'apportant presque rien à son développement de personnage. Jeanne a sur Michael une influence encore pire que celle que Michael a sur lui-même. À la place, Holly Flax, arrivée en saison 4, provoque la plus grande évolution chez Michael et incarne le mieux la devise des 10%. Je suis Missy Mark Scott, je suis canon. Voici TJ Jazzy Flax, la meilleure. Ironiquement et évidemment, en remplaçant l'antagoniste de Michael, Toby, Holly nous montre, à nous spectateurs, que Michael peut être aimé et qu'il mérite de l'être. Holly a donné à Michael une raison de mûrir, une raison de ne pas lire son email non envoyé, une raison d'éliminer la toxicité de sa vie, une raison pour qu'il soit plus à l'aise et sûr de lui. Voir un personnage simple et sympathique comme Holly tomber amoureux de Michael nous fait inconsciemment percevoir ce dernier comme plus attachant. C'est sans doute le plus grand changement par rapport à la première saison. Michael évolue peu, n'ayant pas grand-chose pour vivre, ce que reflète l'attitude de son entourage. Mais il y a une raison pour laquelle le Michael de la première saison, de son apparence à la façon dont il est traité ou traite les autres, ne va pas au-delà des 6 premiers épisodes. Ça va, je suis désolé, il a tout gâché, il est en train de tout massacrer. Je pense qu'une partie de la raison pour laquelle je trouve cela aussi intéressant, suffisamment intéressant au moins pour développer un point que j'ai déjà abordé, c'est parce qu'il y a une croyance largement répandue que la version originale de 12 épisodes de The Office UK est bien meilleure que ce qu'a proposé la version avec Steve Carell. Mais je pense que si on regarde les 2 séries dans leur ensemble, ce sont 2 versions très différentes de ce que cela signifie d'être le meilleur patron du monde. Ce que Michael Scott a accompli, c'est une transformation de ce que tout le monde pensait qu'il devait être. Un David Brent, en quelque chose d'unique, et bien Michael Scott. La principale leçon à retenir des 2 premières saisons de la série, selon moi. Parfois, il vaut mieux être unique. Il vaut mieux être différent que d'essayer de rentrer dans un moule dans lequel on n'arrivera jamais à s'intégrer aussi bien que quelqu'un d'autre. Il vaut peut-être mieux cesser d'essayer de leur ressembler. Il a fallu quelques épisodes à Michael Scott, mais il est peut-être la preuve que la meilleure façon de réussir, d'être le meilleur patron du monde, c'est d'avoir un petit côté rebelle et d'être soi-même. Et oui, il te faudra probablement un peu de chance. Je ne suis pas superstitieux, mais je suis un peu stitieux. 1, 2, 3. À de nouveaux amis. Ça va prendre des heures. Will Ferrell, l'un des acteurs comiques les plus drôles de tous les temps, vient jouer un rôle d'invité dans The Office, l'une des séries les plus drôles. Respecté de son époque. Ça semble être une recette pour des fous rires, mais en réalité, pas tant que ça. En fait, contre toute attente, The Office a réussi à faire quelque chose qui est habituellement presque impossible. Ils ont réussi à rendre Will Ferrell pas drôle. Le café me permet de rester régulier. Ouais, c'est le meilleur moment de la journée à ce niveau-là. C'est le meilleur moment de la journée.
La version américaine de The Office a débuté en 2005. Elle avait une distribution exceptionnelle, mais la vedette était clairement Steve Carell, déjà célèbre pour ses apparitions dans des films comme 40 ans toujours puceau, et pour sa participation régulière en tant que correspondant dans The Daily Show with Jon Stewart. Interprétant Michael Scott, le directeur régional au grand cœur mais totalement non professionnel et presque incompétent de la succursale de Scranton, en Pennsylvanie, de la société de papier Dunder Mifflin, Steve Carell était la pièce maîtresse et le cœur de la série. Adoré par les fans et critiques, il a eu 5 nominations aux Emmy Awards et remporté un Golden Globe pour ce rôle. Comme le reste de la distribution, le contrat de Steve Carell a expiré à la fin de la saison 7. Mais contrairement aux autres, le contrat de Carell n'a finalement pas été renouvelé. Poursuivre une série sans son acteur principal reste incertain. Cependant, The Office est resté un succès dans les audiences. Et grâce au fait que sa distribution comptait encore des stars comme John Krasinski, Mindy Kaling et Ed Helms, la série n'était plus aussi dépendante de l'attrait de Steve Carell qu'auparavant. Pour des raisons créatives, il a été décidé d'offrir à Michael un départ émouvant 4 épisodes avant la fin de la saison 7, puis de continuer la série sans lui. Le départ de Steve Carell a été annoncé en janvier 2011, puis il a été révélé que la série avait engagé la légende de la comédie Will Ferrell pour 4 épisodes coïncidant en grande partie avec les dernières apparitions de Carell. Les articles ont également révélé que Ferrell incarnerait un personnage de cadre intermédiaire similaire à Michael Scott, ce qui a conduit à des spéculations selon lesquelles les producteurs pourraient préparer Ferrell à remplacer Carell en tant que patron lors de la saison suivante. De grands changements arrivent, et ils arrivent vite. Fait intéressant, cette apparition était l'idée de Ferrell. Il a proposé aux producteurs de faire une simple apparition, mais ils lui ont offert un arc narratif complet pour son personnage. Tout cela me semble très bien. Vétéran du petit écran depuis ses années au Saturday Night Live, Ferrell faisait encore quelques apparitions ponctuelles à la télévision, alors même que sa carrière au cinéma décollait. Son rôle d'Ashley Schaeffer dans Eastbound and Down prouve son talent même dans de petits rôles. Et présentateur vedette montre sa grande alchimie comique avec Carell. Ouais, j'ai poignardé un homme au cœur. J'ai vu ça. Brett a tué un gars. Donc, les fans de The Office étaient à juste titre emballés. Comme promis, Ferrell, jouant un personnage nommé D'Angelo Vickers, est arrivé dans le 19e épisode de la saison 7, intitulé Training Day. L'épisode débute avec la rencontre de Michael et D'Angelo dans un bar. D'abord, ils croient à un hasard, mais réalisent ensuite qu'ils étaient venus pour se voir. C'est dingue. C'est dingue. Il devient rapidement évident que D'Angelo partage certaines des excentricités les plus loufoques de Michael, et ils s'entendent tout de suite. Malgré les similitudes, cependant, D'Angelo semble un peu plus sûr de lui, et généralement plus normal que Michael, et lorsqu'il rencontre les employés de Dunder Mifflin, il semble vraiment l'apprécier. Quelqu'un a bien commencé avec le nouveau patron. Ses blagues font mouche, ses goûts sont appréciés, et il est immédiatement accueilli avec la chaleur que Michael a toujours désirée de la part de son équipe. Comme on pouvait s'y attendre, Michael commence à mal vivre la situation, ce qui crée des tensions entre lui et D'Angelo, mettant le personnel dans une position délicate, pris entre leur patron actuel et leur futur patron. Au fil de l'histoire, il apparaît que D'Angelo a un côté un peu méchant. Par exemple, quand il semble prendre plaisir à pousser Andy à s'humilier, ou lorsqu'il rabroue brutalement Pam alors qu'elle raconte joyeusement une mignonne anecdote sur son bébé. Je te le dis, ce bébé pourrait être la vedette d'une émission qui s'appellerait Bébé dont je me fiche. Mais peu importe à quel point il les traite mal, tout le monde sait très bien que D'Angelo va devenir le patron. Donc quand il faut choisir, tous les employés prennent son parti contre Michael, malgré un appel personnel de ce dernier. C'est un rappel amer pour Michael que sa relation avec sa famille de travail changerait s'il n'était plus le patron. Même s'il n'a rien de vraiment drôle à faire, D'Angelo constitue en fait un contrepoids assez complexe et intriguant pour Michael dans cet épisode. Et même si ce rôle discret ne met pas forcément en valeur ses talents de comédien, Ferrell n'est pas mauvais dans ce rôle. C'est pourquoi l'épisode 20, les derniers Dundies de Michael, donne l'impression d'un coup de fouet. Car D'Angelo est un personnage très différent. Et vous, monsieur ? On s'amuse ce soir ? On passe un super moment. Merci, oui. Où étiez-vous le 11 septembre ? Le 11 ? Dans cet épisode, D'Angelo est un imbécile peu sûr de lui, et facilement manipulable. Sa mesquinerie cruelle semble complètement disparaître, et il laisse Michael le convaincre, contre sa volonté, de co-animer ses maladroits et souvent offensants Dundie Awards. Écoute-moi, tu ne fais pas ça pour moi, ni pour toi, ni même pour eux. Pourquoi est-ce que je le fais alors ? Pris de trac, D'Angelo fait des choses stupides, mais pas vraiment drôles, comme lire les indications scéniques sur ses fiches. À part donner à Michael quelqu'un à qui faire la leçon sur l'importance des récompenses, D'Angelo n'a pas vraiment d'utilité dans l'histoire. Et tous ceux qui espéraient que la 3e apparition de D'Angelo dans le double épisode 21 Adieu Michael
clarifierait le personnage ou préciserait son rôle dans l'ensemble de l'histoire allait être cruellement déçu. Lors de sa 3e apparition, Ferrell semble incarner une nouvelle version du personnage. Donne-moi ce fichu chien, espèce de voleur. Éteins-le. Ne le laisse pas recommencer. Ce D'Angelo est un vendeur dangereusement incompétent, qui semble retomber dans son ancienne habitude mentionnée plus tôt de trop manger. Il n'a aucun rôle dans le départ de Michael, et la scène finale où il mange un gâteau avec les mains lors d'une crise n'est jamais réévoquée. Qu'est-ce que je fais? Allez, D'Angelo. Angelo. DeAngelo réapparaît pour la dernière fois dans l'épisode 22, Le Cercle Intérieur. Il redevient méchant, mais se montre bien plus arrogant et idiot que lors de sa première venue. Et il est maintenant ouvertement sexiste envers les employés de Dunder Mifflin. J'aime Ryan. Tu me sembles un peu hystérique. Ryan est ton superviseur. Laissons les choses comme ça. D'un autre côté, il est aussi redevenu plutôt compétent. Même Jim le reconnaît à contre-cœur. Il est compétent et j'aime travailler pour lui. Malgré cela, il vante les vertus du jonglage comme une compétence de cadre, puis il exécute de façon clownesque une routine de jonglage mimée sur la chanson Bring Me to Life d'Evanescence devant tous ses employés. Le mandat de D'Angelo comme directeur régional s'achève lorsqu'il se blesse en faisant tomber un panier de basket sur lui-même en voulant montrer son talent inattendu pour le dunk. Tout cela paraît aléatoire, mais tout chez D'Angelo l'est. Sa méchanceté, sa peur de la scène, ses troubles alimentaires, sa danse de jonglage, ses talents au basket. Après 4 épisodes, D'Angelo paraît n'être qu'une série de blagues sans lien, que même Will Ferrell n'a pas su rendre vraiment drôle. Il n'est pas exagéré de dire que, hors ses rôles dramatiques, le passage de Ferrell dans The Office est peut-être sa période la moins drôle. C'est froid, monsieur. Absolument glacial. Vous savez quoi? Ça a été une perte totale de mon temps. Et pour être clair, ce n'est en aucun cas de sa faute. Ferrell se donne à fond dans tout ce qu'on lui demande, de son introduction, discrète jusqu'aux chorégraphies frénétiques. C'est juste que rien de ce qu'on lui donne à faire n'est vraiment drôle. C'est parce qu'il est assez évident que les scénaristes n'ont jamais eu une vision claire de la personnalité de D'Angelo, ni de son rôle dans l'émission. Comédie centrée sur les personnages, The Office fait souvent rire en mettant les employés de Dunder Mifflin dans des situations personnellement gênantes. Le personnage de D'Angelo change si souvent et de façon désordonnée qu'on ne perçoit jamais vraiment sa personnalité, ni ce qui le gêne, ni l'avis du groupe sur lui et ses pitreries, rendant les gags inefficaces. S'endormir juste après le sexe. Salut les gars? Non, retourne au script. D'un épisode à l'autre, les scénaristes semblent tâtonner avec son personnage, testant des approches toujours plus étranges. Ils semblent chercher de meilleures façons d'utiliser les compétences de Ferrell, mais au final, D'Angelo finit simplement par devenir ce qu'ils estiment qu'il doit être pour chaque blague ou scène. Ils essaient de me cerner, et je n'aime pas ça. Il n'est pas impossible qu'un personnage comme D'Angelo aurait pu être au centre d'une sorte de passage de flambeau, permettant à Michael d'interagir avec son remplaçant et peut-être même de laisser une impression sur lui. Mais ce que nous avons réellement eu s'est avéré dénué de sens d'un point de vue narratif. Et comme Ferrell avait clairement fait savoir qu'il ne comptait pas rester, il n'y avait même pas de suspense quant à savoir si D'Angelo allait rester ou non. Mais en réalité, le pire dans tout ça, c'est simplement que D'Angelo a gaspillé tellement de temps dans les derniers épisodes de Carell. C'est sans doute parce que quelqu'un pensait que le public voudrait voir ces 2 mégastars de la comédie beaucoup interagir, ce qui n'est pas illogique. Ces interactions peu drôles ont seulement pris du temps qui aurait mieux servi à laisser Michael avec sa famille du bureau. Il est difficile de ne pas penser que la série aurait été meilleure si elle s'était arrêtée au départ de Michael. La saison 8 aurait pu commencer par la recherche d'un nouveau patron, ou même simplement avec un nouveau patron déjà en place. Bien sûr, certains éléments de la période de Ferrell ont fini par plaire au public au fil des années, mais au final, sa présence dans le bureau n'a jamais vraiment semblé être autre chose qu'un simple gadget. Même si on comprend que les producteurs cherchent à augmenter l'audience pour les derniers épisodes de Carell et à fidéliser les spectateurs après son départ, si votre idée rend Will Ferrell pas drôle, il faudrait peut-être revoir le scénario.